tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec Madame Anne-Clémentine Larocque. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Il faut bien préciser à notre auditoire que Anne-Clémentine Larocque, historienne et spécialiste de l'islamisme, elle a travaillé à Lima comme chargée de mission. Comme elle a été professeure d'histoire-géographie en lycée et chargée de cours à Sciences Po en questions internationales. Elle travaille aujourd'hui comme analyste pour la justice française. À son actif, plusieurs articles et 3 livres sur la thématique. Un, que sais-je, géopolitique des islamistes, un essai en coécriture, sortir du Bataclan et un essai en 2018 chez les PUF, l'islamisme au pouvoir. Elle prépare actuellement un 4e livre. Anne-Clémentine Larocque, vous étiez déjà professeur d'histoire-géographie et nous assistons à un deuil au prix de l'enseignement de l'éducation nationale. Que cela représente pour vous autant qu'ancien corps d'enseignants lorsqu'il y a un professeur se fait massacrer de telle sorte? C'est malheureusement ce que veulent mettre en place les organisations terroristes, c'est l'opposition de mondes, de systèmes de pensée, de systèmes de réflexion qui sont en train d'opposer, de mettre en lumière d'ailleurs grâce aux médias, alors grâce à cause des médias je ne sais pas, mais l'idée c'est de frapper au cœur de la lumière, au cœur de l'enseignement, au cœur du savoir, puisque c'est quand même l'objectif premier des terroristes islamistes, c'est de substituer leur savoir au savoir dit des occidentaux. Et leur savoir doit s'ancrer uniquement, vous le savez, sur la légitimité de l'interprétation du Coran, de la Sunna, selon eux, bien sûr. Évidemment, pas selon les musulmans. Et donc, ça représente évidemment une grande sidération pour moi. Parce que même si j'ai dû prendre de la distance, puisque je suis plus professeur actuellement, j'ai quand même évidemment de cœur le souvenir que ce métier de professeur est absolument essentiel aujourd'hui et reste essentiel pour délivrer justement un message républicain avec des valeurs humanistes, des lumières, dont on est les dépositaires et dont nous sommes les héritiers. Comme vous le savez, Madame Anne-Clémentine Larocque, la situation est confuse actuellement depuis plusieurs années, mais de plus en plus ces dernières années. Et vous êtes une spécialiste de l'islamisme à travers le monde, donc vos livres, vos articles et aussi vos recherches, je crois 2, 3 reprises, on a parlé au sein de cette émission. Comment vous voyez, et ça la thématique de ce jour, comment vous voyez ces nouveaux courants de l'islam en Asie centrale et au Caucase, et quelles dimensions de menaces peuvent-ils peser sur la stabilité de l'Europe et notamment de la France? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, si vous reprenez il y a 5 ans en arrière, donc dans le contexte des attentats de 2015, on parlait beaucoup de la Syrie et de l'Irak et on parlait très très peu de l'Asie centrale et du Caucase. Or, même à ce moment-là, il se passait quand même déjà quelque chose d'important qui était très méconnu, on va dire, du grand public, c'est que le Caucase, donc c'est cette partie du monde qui se trouve entre l'Europe et l'Asie. Le Caucase, c'est aussi ce qui fait la jonction entre le Moyen-Orient et la Russie, d'accord, avec des provinces qui font partie de la Fédération russe, les provinces de Tchétchénie, d'Ingouchie et du Daghestan, ces 3 provinces qui ont voulu se séparer, vous savez, de la Russie dans les années 90 notamment pour les guerres tchétchènes. Eh bien, ces provinces, elles sont devenues, depuis les années 90-2000, un terreau pour les islamistes et les islamistes radicaux. Ça, c'est pour le Caucase. Et donc, il y a un certain nombre de Tchétchènes qui sont partis s'enrôler dans l'État islamique en Irak et au Levant, et ensuite dans l'État islamique tout court à partir de 2014. On se souvient très bien de la figure de Omar al-Shishani, c'est-à-dire ce grand chef tchétchène qui était d'abord caïdiste, puis ensuite qui s'est enrôlé dans l'État islamique avec sa katiba donc de Tchétchènes. Les Tchétchènes sont devenus finalement des combattants très stratégiques pour l'État islamique. Or, la diaspora tchétchène en France, elle est existante donc, comme en Europe, en Allemagne, mais aussi en Europe du Nord. Il y a de plus en plus de Tchétchènes, quelques dizaines de milliers.
Et effectivement, ces Tchétchènes, ils ont d'abord été connus plutôt pour tout ce qui est crime de criminalité organisée, les trafics, etc. Par exemple à Strasbourg. Aujourd'hui, on voit que progressivement, on a des dossiers tchétchènes qui sont des dossiers donc islamistes, de terrorisme islamiste, qui existent. C'est un territoire de séparatisme qui n'a pas trouvé finalement de possibilité de, comment dire, d'assumer et d'épanouir leur cause. C'est-à-dire leur cause séparatiste aujourd'hui, elle s'est vraiment transformée, commuée en la cause islamiste. Et ça, il faut bien le dire. C'est que derrière, vous avez toute une histoire d'un peuple qui aurait voulu exister d'une certaine manière et qui n'a pas pu, qui a été empêché. Et cet empêchement, il a des conséquences aujourd'hui, c'est qu'ils s'enrôlent avec les terroristes qui leur offrent un label, une maison, une appartenance, et pour lesquels aujourd'hui ils agissent. De l'autre côté, vous avez l'Asie centrale, donc de l'autre côté de la mer qui les sépare. On est sur la même ligne finalement géographique. Et donc cette mer, qui est la mer Caspienne. De l'autre côté de la mer Caspienne, vous avez l'Asie centrale avec tous ces États qui sont d'anciens États qui font partie de l'URSS, les pays en Stan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan, et qui sont juste au nord de l'Afghanistan et du Pakistan. Et ils ont une porosité avec ce berceau, bien sûr, de l'islamisme radical qui est né pendant la guerre entre 1979 et 1989 en Afghanistan. Et ils ont été tenus par des dictateurs de manière très forte, mais aujourd'hui, ils subissent évidemment aussi l'influence de la propagande djihadiste qui veut recréer pour l'État islamique, par exemple, ce qu'on appelle l'État islamique au Khorasan. Le Khorasan, c'est l'ancienne région sous le califat abbasside, donc au Moyen-Âge, qui touchait l'Iran, l'Afghanistan et tous les pays donc au nord, Turkménistan et Ouzbékistan. Il y a une volonté, comme en Irak et en Syrie, de recréer un univers djihadiste dans cette région-là du monde. Alors l'influence en France, elle est un peu moins forte, si vous voulez, parce qu'on a moins de ressortissants sur notre sol tchétchène que de ressortissants d'Asie centrale, mais il y en a quand même potentiellement, puisque potentiellement, en plus, dans ces dictatures, vous n'avez pas forcément des possibilités économiquement au niveau de débouchés, etc. Donc on a de plus en plus de migration tout de même, il faut quand même le dire. Donc potentiellement, effectivement, on peut avoir encore une fois des ressortissants qui peuvent passer à l'acte au nom de cette idéologie s'ils se radicalisent. Mais le souci qui se pose, Madame Clémentine Larocque, tout le monde se rappelle récemment, j'ai dit récemment, les événements de Dijon. Tout à fait. Alors, les événements de Dijon, c'est encore effectivement un autre volet. Là, c'est pas du terrorisme islamiste, c'est, souvenez-vous, effectivement, au début donc de l'année 2020, on va avoir effectivement des Tchétchènes, enfin au milieu de l'année 2020, des Tchétchènes qui vont investir à peu près 200, on ne sait pas exactement combien, 150, 200 personnes, qui vont arriver cagoulées, armées, et qui vont se rassembler dans le quartier sensible des Grésilles, à Dijon, qui est un quartier connu pour être très touché par les trafics, etc., et qui vont vouloir venger la mort d'un jeune Tchétchène de 16 ans, il me semble. Et effectivement, il y a quelque chose qui dépasse les institutions et qui dépasse un peu l'autorité et l'exécutif à ce moment-là, c'est qu'ils arrivent finalement à, c'est ce qu'ils disent, puisqu'il y a quand même eu un message derrière, à commettre la loi, la justice selon eux, une sorte de vendetta, selon leur propre communauté, au sein même de la communauté, parce qu'il y avait des Tchétchènes contre lesquels ils étaient aussi. Donc c'est une sorte d'expédition punitive qui a pour but de régler au sein même de la communauté tchétchène, et bien de commettre la justice. Donc c'est intracommunautaire, c'est justement ces expéditions punitives, et c'est aussi une manière de dire notre communauté est capable symboliquement de créer de la norme et de montrer aussi à l'État français qu'elle crée de la norme à l'intérieur en faisant fi des lois de la République. Oui, mais le problème, il est là, ça soulève des questions sur l'importance de cette organisation, d'un côté, parce que là, il paraît comme quoi c'est des coups de fil qui sont passés pour qu'il y ait une rencontre à Dijon, des gens qui sont venus de toutes parts, parfois de l'Europe, pour se rencontrer à Dijon. Donc il y a une organisation, il y a un organigramme quand même, il ne faut pas l'oublier, et sauf que malheureusement les choses sont claires, le dernier acte est fait par un Tchétchène. Oui. Alors, bon,
la différence, c'est qu'effectivement, faut voir, hein, ce que l'enquête est en cours, donc il y a vraiment des éléments qui peuvent pas être, je veux dire, qui ne sont pas su et qui, on ne sait pas ce qu'il en est, mais effectivement, cette communauté, en tout cas, même s'il n'y a pas nécessairement de rapport entre ce qui s'est passé au mois de juin à Dijon et celui qui a commis cet acte de décapitation du professeur d'histoire géo, il y a encore, en tout cas, quelque chose de l'ordre identitaire à relever. C'est que dans tous les cas, enfin pour moi en tout cas, c'est comme ça que je lis les choses, il y a une maladie d'identité aujourd'hui qui touche certaines communautés qui n'ont pas effectivement plus nécessairement se représenter et être reconnues comme telles. Et au sein même donc de cette communauté tchétchène, on a vraiment tous les ingrédients malheureusement pour que les choses se radicalisent. Puisque comme je l'ai répété, il y a deux guerres de Tchétchénie en 94 et en 99 qui finalement se concluent par une autorité russe qui écrase complètement finalement le séparatisme tchétchène. Vous avez effectivement une diaspora qui va essayer d'aller trouver ailleurs ce qu'elle peut en termes de ressources, mais derrière, vous avez quand même cette identité qui n'en finit pas d'être, comment dire, galvanisée par rapport au combat qu'elle mène. Et le nouveau combat, ça peut être du terrorisme islamiste, comme ça peut être du communautarisme à l'intérieur d'un État. Donc, dans tous les cas, effectivement, il faut regarder de près, il faut absolument regarder les choses avec lucidité. Ces communautés qui sont quelque part des communautés qui ont du mal à vivre leur non-reconnaissance peuvent potentiellement être à risque dans les années qui arrivent, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Justement, il y a un autre point que vous avez soulevé dès le départ, ce nouveau centre de gravité de l'État islamique, avec la nouvelle nomination d'un nouveau calife, donc M. Abu Omar al-Turkamani. Donc on parle d'un autre élan. Après cette défaite, bien entendu, en Syrie et ailleurs, hein, donc il y a un autre centre de gravité. Est-ce que ce centre de gravité devient un point noir entre la Russie et le reste de l'Europe? Alors, justement, pour que tout le monde comprenne, il faut un petit peu remettre un peu dans son contexte la nomination de Abu Omar al-Turkmeni, qui est en effet assez surprenante. Pourquoi? Parce que, vous vous en souviendrez, en octobre dernier, donc 2019, Abou Bakr al-Baghdadi décède. Il est neutralisé par les Américains, on s'en souvient. On avait eu tout le descriptif d'ailleurs qui a été fait, souvenez-vous, par Donald Trump. Et quelques jours plus tard, 6-7 jours plus tard, le Conseil de la Choura de l'État islamique nomme un nouveau calife qui est censé être quelqu'un proche, en tout cas descendant du prophète, hein, puisque le terme de Quraishite était compris dans sa kunya. Or, on se rend compte 4 ou 5 mois plus tard que ce n'est pas du tout celui qui avait été justement mis à l'affiche, c'est pas du tout le bon calife, c'est effectivement ce Turkmène. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première fois depuis la création de Al-Qaïda en Irak par Abu Musab al-Zarqawi, donc en 2003, que la personne qui est effectivement mise en haut de l'échiquier, hein, comme guide véritablement spirituel et politique de cette communauté djihadiste, eh bien, ne soit pas arabe. Alors, il est effectivement né en Irak, mais dans une communauté turkmène. Et ça, c'est très important de le dire pour vous montrer aussi que l'État islamique s'adresse, en nommant un calife qui soit issu du Turkménistan, s'adresse à toute cette Asie centrale, qui est en train vraiment de constituer pour demain, et ça moi je le dis depuis 2 ans déjà, eh bien un futur pôle vraiment de concentration éventuelle de combattants qui peuvent partir en Libye, qui peuvent partir à nouveau peut-être en Irak ou ailleurs ou en Occident pour justement au nom de la bannière de l'État islamique. Le documentaire Arte que j'avais donc posté sur mon réseau s'intitule donc Daesh en Asie centrale, avec vraiment quelque chose d'assez fascinant, l'histoire de ce haut fonctionnaire des forces de sécurité tadjik qui était un militaire et qui, en fait, a été retourné par l'État islamique et qui a quitté ses fonctions pour s'enrôler dans l'État islamique depuis 2015-2016. Et ça vous montre une chose, c'est assez symbolique, c'est qu'au sein même des institutions, en haut des institutions de ces pays, vous avez aujourd'hui des officiers haut gradés qui peuvent être encore séduits par cette idéologie viriliste, cette idéologie qui est extrêmement incontournable et implacable quand on rentre dedans. C'est-à-dire qu'elle offre quelque chose d'absolu que peut-être d'autres idéologies vues comme plus molles n'offrent pas aujourd'hui. Il y a un autre point que vous avez soulevé, Madame Anne Clémentine Larocque,
à maintes reprises, hein, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que vous êtes une spécialiste de ce dossier, le dossier de l'islamisme, c'est que actuellement on vit un mélange quelque part, un amalgame entre la politique étrangère et entre le message transmis par la politique étrangère de l'Europe et notamment de la France et ces zones de guerre aussi. Parce qu'il y a un mélange. On le voit, on le constate, on le ressent jour après jour. La France, quelque part à travers le monde, elle est en guerre. Elle est au Mali, elle est en Syrie, elle est ailleurs. Et aussi ce conflit avec la Turquie qui commence à prendre de l'ampleur et notamment ces échanges un peu durs entre président et président. Est-ce que cela ne fait pas de créer un climat malsain, un climat de méfiance, peut-être avec des gens barjots à passer à l'acte? Alors, moi, je mettrais, en fait, il y a plusieurs échelles dans ce que vous dites, effectivement, qui peuvent être soulignées. C'est qu'on a d'abord, parlé de guerre, ça a été le fameux débat hein, quand le président Hollande avait dit nous sommes en guerre, souvenez-vous qu'il avait donné donc la possibilité à des opérationnels français sur le territoire syrien et irakien de pouvoir éliminer directement ceux qui mettraient en danger effectivement la sûreté de la République française. On s'en souvient, les gens disaient mais on n'est pas véritablement en guerre, une guerre c'est pas ça. Moi je pense qu'il y a une seule guerre aujourd'hui qui est véritablement claire et qui finalement voilà, est encore appuyée, sur laquelle on appuie depuis vendredi, c'est une forme de confrontation idéologique de deux systèmes. Deux systèmes de valeurs, deux systèmes de pensée, ça me paraît clair. Mais il n'y a pas que la France qui est dans cette si je puis dire, dans cette confrontation-là. Hein. C'est l'Occident des Lumières, c'est l'Europe. Et des pays musulmans. Et des pays effectivement musulmans, effectivement aussi, qui soutiennent aussi, bien sûr, les valeurs qui peuvent exister en Occident, bien évidemment. Mais, comme vous le savez, l'idéologie, encore une fois, salafo-djihadiste, elle naît en péninsule arabique, d'accord, et elle a pour but quand même d'obscurcir, ou en tout cas de discréditer l'idéologie des connaissances, le socle de connaissances que l'Europe a créé, et le système d'ailleurs de référence que l'Occident a créé. Hein. Donc ça part quand même d'un système idéologique opposé à un autre, avec des conséquences aujourd'hui qui sont notamment le terrorisme. Ce qui se passe ensuite entre le président Erdogan et le président Macron, c'est effectivement une opposition de vision, je dirais une opposition de puissance cette fois, entre deux chefs d'État, alors qui ne revendiquent pas le même système de valeurs, d'accord, mais vous avez quand même la différence, je trouve qui est importante, c'est que vous avez aussi une vision de la puissance qui n'est pas la même, et qu'il faut prendre en compte. Hein. Le président Erdogan, il se sert de l'islamisme pour exister, on le sait, en Syrie, en Libye, dans le Haut-Karabakh actuellement, d'accord, mais c'est un instrument pour lui. C'est-à-dire que, de mon point de vue, Erdogan est davantage finalement un président qui veut devenir empereur plutôt qu'un calife. Vous voyez, c'est plutôt un empereur qu'un calife dans le sens où il veut être dépositaire de l'autorité, je dirais quasiment absolue, mais non pas au nom de l'islamisme, mais au nom simplement de tout ce qu'il revêt comme volonté de puissance. D'accord ? Moi, c'est comme ça que je le vois. Or, effectivement, Emmanuel Macron, lui, de l'autre côté, défend aussi un positionnement français qui se veut, respecté et également existant dans cette zone. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas d'accord sur la même chose. Quand Emmanuel Macron parle de mort cérébrale, souvenez-vous, pour l'OTAN, oui. Voilà, au moment où Erdogan envoie en effet ses combattants pour mettre en place un corridor en octobre 2019, vous avez effectivement réponse d'Erdogan très forte, ah bah très bien, si la France se positionne de cette manière-là, on va lui renvoyer cette djihadiste aussi. Vous voyez, donc on est quand même dans un discours effectivement assez musclé, un peu comme Poutine peut avoir aussi d'ailleurs. Hein. Ils ont un peu la même manière finalement de s'exprimer à l'extérieur, hein, Poutine et Erdogan, et auquel eh bien, le président Macron a choisi de répondre et a choisi aussi, il a choisi de ne pas être intimidé par cela. Et c'est ma dernière question, si vous le permettez, Madame Clémentielle Larocque. Vous avez parlé effectivement de ce nouveau centre de gravité aussi, de radicalisation, qui est le Sahel. Et au sein de cette émission, ça fait, je crois, en août 2018,
on a parlé par l'intermédiaire d'un spécialiste de l'extrémisme violent, Youssef Mchria, c'est un Algérien, et qui a évoqué avec nous ce qu'on appelle prochainement, vous allez avoir le néo-terrorisme. Sommes-nous dans un nouveau mode de terrorisme qui n'a rien à voir avec celui d'auparavant, des attentats dans les métros, des attentats comme le style de Bataclan et autres. Là, c'est des cas isolés. Le cas de monsieur avec la hache, maintenant celui-là avec un professeur, peut-être demain on attaquera l'armée, peut-être la justice, j'en sais rien. Tout ce qui est symbolique. Tout ce qui est symbolique, c'est certain. Donc ça veut dire que ça, c'est quand même quelque chose de commun avec ce qui se passe depuis 2012, quand vous vous souvenez des attaques de Mohamed Merah, c'est quand même l'armée et les juifs et l'école juive qui sont quand même ciblés. On a effectivement eu ce passage avec des commandos, avec des commanditaires qui se trouvaient en Syrie et en Irak, qui arrivaient à passer à l'acte sur le territoire. Là maintenant, on est dans une phase effectivement où, mais pour moi c'est le new terrorisme, c'est comme vous l'appelez, mais ça fait partie en fait d'un processus d'adaptation en fait des organisations terroristes qui s'adaptent aux moyens qu'elles ont et qu'elles trouvent. Et elles sont formidablement bien outillées pour s'adapter. Là, vous avez des individus qui, pour la cause djihadiste, que ce soit l'État islamique ou Al-Qaïda, peuvent passer à l'acte, même s'ils ne font pas partie directement de l'organisation en tant que combattants dans l'organisation, sans légitimité, je dirais, active dans l'organisation. Mais le fait qu'il y ait des sympathisants et que Al-Qaïda et l'État islamique aient réussi à créer comme ça des labels, des firmes qui sont transnationales et qui arrivent justement à toucher certaines populations et qui arrivent justement à mettre dans la tête de ces personnes qui ne sont pas forcément des gens qui sont allés en Afghanistan ou même en Syrie et en Irak, parce que le dernier, le Tchétchène, n'a pas forcément, on ne sait pas. Il a 18 ans, il paraît. Ouais. Il a 18 ans, donc ça paraît jeune, mais bon, sait-on jamais. En tout cas, l'idée, c'est qu'on est dans une nouvelle phase du terrorisme qui effectivement s'appuie sur des sympathisants qui œuvrent pour la cause. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément isolés, ça veut dire qu'ils agissent en leur âme et conscience pour une cause existante, avec un discours politique qui existe beaucoup sur les réseaux sociaux et les médias. Souvenez-vous de ce que disait dans les années 2000 Ayman al-Zawahiri, le numéro 1 d'Al-Qaïda aujourd'hui. Le djihad médiatique, c'est la moitié du combat. C'est le cas, c'est le cas. Et je crois que 15 ans plus tard, on peut voir qu'effectivement, c'est bien le cas, voire même peut-être plus que la moitié aujourd'hui. Donc on est quand même dans ce cadre-là où effectivement on a des théâtres sur lesquels ils agissent. Le théâtre sahédien, c'est un théâtre à part, où l'opération Barkhane française effectivement essaye de lutter et doter le G5 Sahel de solutions et de formations pour pouvoir agir au plus proche et au Mali, au Niger, etc. On voit bien qu'il y a des répliques en face, il y a des adaptations en face aussi depuis 2013-2014. Ils se sont quand même recréés en groupe, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui a été requalifié encore en 2017, l'État islamique dans le Grand Sahara qui arrive et qui naît en 2015, Boko Haram qui s'affilie au Nigeria à l'État islamique aussi, vous voyez. Donc on a une transformation très forte aussi qui se fait parce qu'ils savent s'adapter aussi. Il y a un effort qui est demandé, Madame Anne Clémentier-Larocque, aux musulmans et aux pays musulmans, et notamment les musulmans d'ici, de faire un effort sur plusieurs niveaux d'intégration, sur un niveau de dénonciation. Trouvez-vous que les musulmans ici en France manquent à l'appel par rapport à ces demandes pressantes après tout attentat? Et je pense que c'est très compliqué justement pour les musulmans qui sont des citoyens français, de devoir réagir d'un côté comme d'un autre, parce que vous avez cette pression qui se fait des deux côtés. C'est ça. Le besoin de réagir, le besoin de mettre des mots, parce qu'effectivement, les terroristes, ce qu'ils font, c'est qu'ils tuent les mots et les symboles, on le sait. Donc ce besoin, il se fait sentir effectivement de la part de la population qui n'est pas forcément issue de l'immigration ou d'origine arabo-musulmane, c'est vrai. Après, je pense que on est quand même dans un pays comme la France qui permet justement à chaque individu, en son âme et conscience, de s'exprimer ou pas. C'est pas parce que vous ne vous exprimez pas que vous êtes nécessairement anti-Charlie
ou du côté des islamistes. Hein. Je veux dire, je pense qu'il faut quand même, encore une fois, avoir de la nuance en tête et comprendre aussi une chose, c'est que s'exprimer pour ou contre, c'est aussi se positionner. Il y a je pense, des personnes, des Français d'origine arabo-musulmane qui n'ont même pas envie de se positionner par rapport au terrorisme, vous voyez. Après, qu'il y ait l'expression d'un mécontentement parce qu'il y a des amalgames, etc., et qu'on entende effectivement des Français musulmans, j'entendais hier qu'au rassemblement, Place de la République, il y avait la communauté algérienne qui souhaitait qu'on dise qu'elle était là, hein, du côté justement, ça peut être quelque chose qui incombe effectivement à certaines personnes, à certaines communautés. Je trouve qu'en fait les deux sont compréhensibles. La nécessité de s'exprimer, je sais pas si on peut la juger, en fait, si vous voulez. Il y a des gens qui vont être foncièrement dans un recul nécessaire par rapport à ce qui se passe et qui s'exprimeront après. Vous avez aussi des partisans, des gens qui pensent avoir un rôle aussi sur l'expression de ce qui se passe, comme Boualem Sansal, par exemple, qui a écrit une tribune très bonne dans Le Monde. Voilà, c'est intéressant aussi d'avoir des gens qui réfléchissent la chose, qu'ils soient d'origine ou pas. Et on est là pour ça, et ça fait partie du débat démocratique. Dès qu'on parle, on est dans le débat démocratique, et le langage permet ça. Et je pense que ce qui est important, c'est que les musulmans de France, les musulmans français, pardon, soient vraiment dans cette possibilité de liberté par rapport à l'expression. Parce que c'est ça qu'on est en train de tuer, vous voyez? Mais justement, et malheureusement, on le voit aussi sur le plan médiatique. Hein, donc, il y a peu de musulmans qui s'expriment dans les grandes chaînes. Hein, je ne veux pas les nommer, hein, donc tout le monde le sait. Et on voit une campagne médiatique totale contre les musulmans depuis un certain temps. Et il y a quelque chose qui ne va pas avec des gens qui sont condamnés par la justice. Le cas de le dénommer Zemmour, tout le monde le sait, mais le souci qui se pose, il est là. Comment faire? Ça, encore une fois, je suis là pour décrypter ce qui se passe au niveau international et au niveau national, mais je pense que les gens aussi savent faire la part des choses, j'espère. Effectivement, il y a des figures qui font partie du débat français aussi. Hein. Je veux dire, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, je pense qu'il faut qu'il y en ait, évidemment. Des gens qui vont trop loin, je pense qu'il faut qu'il y en ait aussi. Mais à condition, encore une fois, que les limites de la démocratie et de la liberté de pensée de chacun ne soient pas violées. Ça, c'est clair et net. Et si la justice fait son travail, la justice condamne des gens et fort heureusement s'exprimer ou autre, et heureusement, maintenant, je pense que tout le monde a le droit à la parole. Je pense aussi, alors, à contrario, que vous avez des lieux comme Twitter, par exemple, ou autre, où c'est véritablement vraiment l'irruption aussi du libre arbitre, de la libre expression qui de fait n'a plus trop de sens au niveau de ce qu'elle dit, quoi. Vous avez tout et n'importe quoi qui se disent sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'on a un peu un déséquilibre, un décalage qui se crée entre ceux qui ont la parole légitime et ceux de fait qui ne l'ont pas, mais qui en revanche vont en profiter pour dire n'importe quoi parce qu'ils ont besoin de s'exprimer. Vous voyez, l'expression, pour moi, c'est le cœur de notre sujet, en fait. Oui, malheureusement, les supports de communication dans un cadre de mondialisation, c'est incontrôlable. Et le souci, il est là. Bientôt, nous aurons une émission dédiée à ce domaine sur le plan imam virtuel. Hein, donc, le danger réel, imam virtuel. Donc, avec M. Tariq Obrouk, on va parler par rapport à ces gens qui prêchent avec des faux noms. Hein, donc, et qui appellent à des attentats, qui appellent à beaucoup de choses. Hein. Donc, ça aussi, comment faire pour prémunir, pour contrôler? Moi, je pense que c'est une question qui mérite d'être débattue sur un plan international. Ce n'est pas que la France, parce que ça concerne tout le monde. Les grandes sociétés qui gèrent ces réseaux sociaux sont connues. Ils devront avoir un code d'éthique qui doit s'imposer. Malheureusement, à ce jour, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a des vigilances qui sont mises en place. Vous avez des suppressions de comptes, des suppressions de statuts, etc. Mais qui sont toujours faites a posteriori. Et voilà, c'est toujours cette régulation, encore une fois, de la liberté d'expression, jusqu'où on va. Jusqu'où va l'expression avant de devenir la haine. Vous voyez, je pense que c'est un peu le fond du sujet. Exactement, c'est la question qui se pose et qui va s'imposer davantage. Merci Madame Anne Clémentier Larocque qui nous a donné un décryptage sur une situation unique
Les nouveaux courants de l'islam en Asie centrale et le Caucase forment-ils une nouvelle menace sur la stabilité de l'Europe et notamment celle de la France? Il faut bien préciser à notre auditoire qu'un Clémentine Larocque, historien et spécialiste de l'islamisme. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci. À vous. Merci à vous. Au Merci. revoir, madame. Au revoir.